Bonsoir Sophie. Et bonsoir Marc, comment ça va? Ben, super, super, merci. Je suis content de te retrouver pour cette émission Voyage au fil de l'inconscient et de l'invisible. Ah, On va peut-être préparer un jingle où on chante tous les deux. Moi je ouais. dis Voyage au fil de l'inconscient. Et puis toi tu enchaînes? Oh, oula, attends, qu'est-ce qui Alors. se passe? Oula, attends. Ouais. Ah, Oula, voilà, attends, je fil de oula, ouais, l'inconscient. attends, attends. Hop là, passe. Ah, il y a de l'écho, t'as vu, hein? Ouais, 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 ouais. L'invisible. Euh, Bon, ben aujourd'hui on va parler des synchronicités. Wouh! Non. Donc ça, c'est ton sujet. Bah oui, enfin moi je fais des conférences sur les synchronicités, du coup c'est des conférences de 3 heures et donc ce soir, exceptionnellement, la conférence va être raccourcie. Ah, je vois que les gens ont eu peur tout d'un coup. Non, c'est pas vrai. D'habitude, ça tient en 1 heure, donc, mais je vais quand même essayer de pas trop m'étendre. Et puis, bah, si vous nous suivez en direct, vous pouvez poser des questions, faire des commentaires. C'est toujours le bienvenu. Donc, bonsoir déjà à Marielle et à Bernard qui nous ont rejoints. Et puis, ben, on va commencer tout de suite. Allez, Euh, c'est parti. alors, le monde est petit. Tu as déjà entendu ça, Sophie? Oui, Ça veut le dire monde est quoi, le monde est petit. petit? Ça veut dire quoi, le monde est petit? Bah, qu'il est pas grand. Ouais, ouais, ouais. On aurait peut-être dû Ouais, répéter un peu. facile. Ah non, le monde est petit, ça veut dire c'est dingue. Je suis à Tokyo, tu habites à côté de chez moi et on se retrouve à l'aéroport alors qu'on n'avait rien à y faire. Enfin, C'est ça. ça C'est parle de ça. synchronicité. Ça parle déjà, Ouais. en tout cas, de coïncidence. Si, on verra après. Oui, voilà, le monde est petit, mais c'est pas du hasard. Voilà, Marielle a compris, tu vois. Euh, Oui, mais c'est bien. Merci Marielle. Ah, ben justement, il n'y a pas de hasard. Tu as déjà Hmm. entendu ça aussi. Tu sais, enfin, tu as peut-être lu mes notes. Tu sais qui a dit ça, pour la première fois, qui Non, a pas de... non, je les ai survolés tes notes. Je te laisse. Alors, d'après toi, qui a dit il n'y a pas de hasard? C'est bizarre, on s'y attend pas du tout. Hmm. Moi, ce que j'ai entendu, c'est il n'y a pas de hasard. Ouais, mais c'est peut-être le hasard aussi. Enfin, j'ai entendu les deux. Bon, voilà. Oui, alors justement, parce que moi, il y a une dame à la télé, elle disait il n'y a pas de hasard, et puis 20 secondes après, elle disait le hasard fait bien les choses. Donc, moi, je n'étais pas l'intervieweur, hein, sinon je leur ai dit c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc, le hasard n'existe pas et pourtant il fait bien les choses. Donc, il y a quelque chose un peu bizarre dans cette truc. Mais en fait, enfin, c'est pas si bizarre que ça parce que quand on dit il n'y a pas de hasard, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'il y a du hasard, mais que le hasard est signifiant, qu'il y a un message derrière le hasard. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de hasard. Mais donc, en fait, qui a dit ça? Bah, pour la première fois, c'est Jean-Jacques Rousseau. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est Voltaire. Bah ouais, j'étais à côté. C'est la faute Non, à Voltaire. Voltaire. Ouais, ouais, c'est dans Zadig, il fait dire au personnage des choses comme ça. Mais après, 20 ans plus tard, il écrit aussi Sa sacrée majesté, le hasard décide de tout. Donc, il est aussi d'accord qu'il n'y a pas de hasard, mais quand même, il fait bien les choses. Donc, il y a cette différence de définition du hasard. Euh, Mm. voilà. Alors, jamais 203. Mhm. Jamais 203. Ouais, ouais. Alors ça fait Si ça se partie. réalise, ça veut dire que c'est une synchronicité. C'est ça. Hein, Jamais parce 203. Oui. que Parce que parce tu qu'il arrives n'y à a la pas de raison. deuxième et tu te dis, il va y avoir une troisième. Voilà, mais il y a aucune raison en fait. Donc, on est dans une synchronicité. Et les gens qui disent, par exemple, moi je ne crois pas aux synchronicités, et puis ils te disent après, j'ai jamais de chance. Ben, c'est pas possible. La chance, si elle existe, ben, elle est répartie uniformément. Si certaines personnes croient qu'elles ont plus de chance que d'autres, ben, c'est parce qu'elles ont des synchronicités, des choses qui ne sont pas liées au hasard. Ça va? C'était une petite introduction pour Ouais, ouais, bien non, ça va. caler. Jusque-là, je te suis.
Ouais, alors, on va faire ça un peu plus sérieux. Je vais partir de la définition de Jung, parce que c'est Jung, hein, qui a Oui, inventé. Carl Jung, La ouais. synchronicité existait avant lui, mais c'est lui qui a inventé le terme de synchronicité. Et il a donné une définition que je devrais avoir ici quelque part. Voilà. Alors, la définition de Jung, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop compliqué, mais on va expliquer. Euh, la définition de Jung, synchronicité, occurrence simultanée d'événements qui ne présentent pas de lien de causalité entre eux, mais dont l'association prend du sens pour la personne qui les perçoit. Donc, dans une synchronicité, il faut une simultanéité. Alors, simultanéité, c'est au sens large. Hein, on peut avoir une synchronicité parce qu'il y a un événement qui arrive et l'autre une heure après et ils se répondent. Donc, c'est dans, je dirais, espace de temps qu'il faut comprendre ça. Donc, ça se passe dans le même espace de temps. Il y a plusieurs événements, mais en général, deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement qui découle de l'autre. Parce que si je pousse mon verre et que mon verre bouge, c'est normal, hein, parce que je pousse mon verre. Mais si je ne fais rien avec mon verre bouge, c'est pas facile. Hein, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Mais on serait dans le cas d'une synchronicité. Donc, ce qui est important dans la synchronicité, c'est le terme d'acausalité, de non-causalité entre deux événements. Et c'est souvent un événement intérieur, je pense à quelque chose, et il y a quelque chose qui se manifeste à l'extérieur qui est en phase avec l'événement intérieur. Mais il y a un lien de causalité. Alors, on verra plus tard que ça dérange fort les gens, donc on essaye d'expliquer les synchronicités en remettant de la causalité. Par exemple, si on dit, bah oui, c'est un ange qui est intervenu, on remet de la causalité. L'ange a vu ce que je faisais, il intervient pour changer l'extérieur, et donc, si l'extérieur change, c'est parce que l'ange est intervenu. Il y a une chaîne de causalité. Mais quand on parle d'acausalité, on parle d'acausalité dans le monde réel, concret, on va dire. Donc, même s'il y a un ange qui intervient, on peut considérer que c'est toujours une acausalité, que l'ange fait partie de la création de la synchronicité. Ça va jusque-là? Ça va. Ouais. Bon, alors la troisième partie, c'est l'association prend du sens pour la personne qui les perçoit. Donc, ça veut dire que la synchronicité n'existe que s'il y a un observateur. S'il n'y a pas d'observateur, on peut parler de coïncidence ou de simultanéité, mais il n'y a pas de synchronicité. Donc, deux événements qui ne sont pas liés par un lien de cause à effet et un observateur. Et c'est ça qui arrive, c'est à ce moment-là qu'il y a une synchronicité. Et plus l'observateur est captivé émotionnellement par ce qui se passe, par l'événement, plus pour lui ça a du sens, plus la synchronicité paraîtra importante pour lui. C'est pour ça que parfois, tu sais moi je vois plein de synchronicités et parfois j'en parle autour de moi et puis les gens disent ouais, enfin ça c'est juste, ouais, c'est pas. Parce que pour moi ça a du sens, mais pas pour eux. Du coup, c'est pour ça que la perception des synchronicités peut être fort différente d'une personne à l'autre. C'est Oui. vraiment le sens qu'on met dessus qui va donner l'importance ou pas. Alors, rien que de la définition, donc un événement extérieur qui est en phase avec un événement intérieur, on a déjà une conclusion ou une conséquence qui a été soulignée par von Franz, qui est une élève de Jung, et qui dit « Le monde extérieur se comporte comme s'il était une extension de notre psyché. » Et en fait, c'est vraiment ça la clé de la synchronicité. C'est que le monde extérieur se comporte en phase avec notre état intérieur. Mais c'est absolument génial. Ça veut dire que si moi, je travaille sur mon état intérieur, je vais pouvoir changer le monde extérieur puisque je vais Eh avoir oui. d'autres synchronicités. Donc, ça donne, rien que le fait de constater la synchronicité, ça te rend, ça te donne l'information que tout est relié, que l'extérieur est relié à l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui attendent que les autres ou que le monde change. J'espère que bientôt le monde ira mieux, mais en fait, ils oublient que c'est à partir d'eux que ça se passe. Donc, Oui, parce qu'il y en et a les qui le disent, synchronicités. ouais, Ouais, il y en c'est a ça. qui le disent d'un point de vue extérieur, en C'est fait. ça. Ils ne se Et, sentent et, pas et reliés. voilà. Mais quand on constate des synchronicités, les synchronicités, elles changent en fonction de votre état. Hein. Si vous êtes de mauvaise humeur, vous allez avoir plein de trucs qui cassent. Si vous êtes rayonnant, vous allez avoir plein de trucs le ciel va s'ouvrir, il y a le soleil qui va apparaître. J'étais dans une consultation chez une psy. J'ai vu de temps en temps. Ouais. Et à la fin, il faisait pas beau ce jour-là. Et à la fin de la consultation, il y avait comme une révélation, il y a un ray de lumière qui est venu sur moi comme ça Mm. pendant
30 secondes. C'était chouette, quoi. Donc, pour moi, ça voulait dire, le sens, c'était waouh, super cette consultation, et il y a quelque chose qui s'est manifesté. Donc, Donc, ouais. si j'ai bien compris, les synchronicités seraient quand même reliées aussi à notre façon de penser. Parce que si tu te réveilles le matin et que vraiment tu es de mauvaise humeur et ça va pas, tu es sûr que tu vas passer une journée suivant ta mauvaise humeur, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a une partie de focalisation, hein, parce que si tu es de mauvaise humeur, tu vas focaliser sur tout ce qui est Ouais. négatif. Mais les synchronicités vont au-delà de ça. Parfois, tu penses, moi je sais pas, tu penses à la mort de quelqu'un et tu vois passer un corbillard ou des choses comme ça. J'en ai plein, hein, je pourrais en raconter toute la soirée, mais qui n'ont pas spécialement, je veux dire, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la synchronicité en elle-même, c'est déjà une information extraordinaire, même si derrière, il n'y a pas un message transcendant. Donc, la constater, c'est une chose, parce que ça nous renforce dans l'idée que tout est relié. Et par contre, parfois, il y a du sens, mais parfois, il n'y a pas de sens. Voilà, il y a Marielle qui nous dit, on attire ce qu'on vibre. Donc, c'est en fait ça, l'idée de la synchronicité. Hein. C'est que Ouais. quelque chose à l'intérieur, et ben, ça se manifeste à l'extérieur. Ouais. Donc, bon, moi, je constate des choses parfois qui sont presque ridicules. Mais, bon, par exemple, j'étais avec ma compagne, on allait conduire son fils à l'aéroport et il avait un petit sac. Il pouvait passer avec 2 sacs et il avait un petit sac Wi-Fi en plus. Et il disait, ben non, c'est pas grave. Sa mère était inquiète. Tu passeras pas. Il dit, mais non, c'est un tout petit sac, ils vont pas m'embêter. Et on le dépose à l'aéroport. Sur la route du retour, tout d'un coup, il reçoit un appel de son fils qui dit, je suis passé. Et à ce moment-là, on se retourne et on était à côté d'un magasin Jiffy. Ça n'a pas de sens, mais c'est une synchronicité parce que c'était en phase avec cette peur qu'elle avait, avec ce questionnement. Donc, c'est là qu'on voit que les choses sont reliées. C'est ça que je veux dire. On peut se poser la question, quel est le sens de la synchronicité? Et on peut utiliser, bon, moi j'utilise, quand il y a des synchronicités avec des choses compliquées, on peut utiliser, moi j'utilise un protocole d'interprétation des rêves. En fait, c'est le même, on a fait une émission là-dessus. Je peux trouver le sens d'une synchronicité comme je fais l'interprétation du rêve en tirant des cartes de tarot sur les différents éléments de la synchronicité. C'est une façon d'aller chercher le message. Mais ce n'est pas toujours nécessaire une fois que déjà constater la synchronicité, c'est le premier pas. Voilà, j'ai fait ma première feuille. On va passer à la deuxième. Non, on est bon, on est bon. Il y en a 4, donc ça devrait aller. On devrait tenir. Bon, si vous avez des questions, allez-y. Oui, alors, la deuxième partie, je voulais vous parler un peu de l'historique, parce que, bon, la synchronicité, ça existe depuis l'homme préhistorique qui attribuait, toujours dans cette idée que on recherche la causalité quand il n'y a pas de causalité. Donc, quand il y avait des phénomènes naturels, comme des orages, des choses comme ça, bah, ils ne connaissaient pas la météo, ils ne connaissaient pas le fonctionnement, et donc ils attribuaient ça à des dieux. Donc, toujours essayer de remettre de la causalité pour des choses qu'on ne comprend pas. Les Romains avaient créé la déesse Fortuna, parce que les Romains, c'était des gens très pragmatiques, et pour eux, si on faisait tout ce qu'il fallait, ça allait fonctionner. Mais de temps en temps, ils constataient que ça ne fonctionnait pas, donc il y avait quelque chose qui ne marchait pas, donc ils ont créé la déesse Fortuna, qu'on retrouve dans la roue de Fortuna, la roue de fortune dans le tarot. Et donc la déesse Fortuna, c'est elle qui intervenait pour vraiment pas prévu dans la logique des choses, et pour amener notamment des synchronicités, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas dans la causalité. Et donc, cette notion-là, bon, cette notion que tout est relié, elle existe évidemment dans la philosophie orientale, on la retrouve dans l'hindouisme, on la retrouve dans le bouddhisme, donc tous les phénomènes sont interdépendants et reliés, mais elle existait aussi en Occident, dans l'Antiquité. J'ai pris 2-3 phrases que j'ai extraites de différentes lectures. Donc, il y a Hippocrate, c'est en 400 avant Jésus-Christ, il dit « Un seul flux, un seul souffle réunit tout, éprouve tout comme un ensemble, tout a un rapport à la totalité. » Donc là, il parle que tout est connecté, en 400 avant Jésus-Christ. Sinon, puis on a Plotin qui dit
unus mundus, le monde est le corps mystique de Dieu, mais c'est la même chose. Si le monde, l'ensemble des phénomènes, c'est le corps mystique de Dieu, ça veut dire que tout est relié. Jung a d'ailleurs repris cette expression unus mundus de Cotta. Et puis il y a Hermès Trismégiste qui a écrit la Table d'Émeraude. Enfin, je ne sais pas s'il a existé ou si c'est un personnage fictif, mais dans la Table d'Émeraude, on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ça, on parle de nouveau de connexion. Et puis ça disparaît au Moyen-Âge avec l'Église, parce que l'Église impose quelque part son point de vue. On n'a plus le droit de penser autrement que ce qu'elle pense. Donc elle impose tout. Et les gens n'ont plus le droit de parler de l'invisible. Si c'est l'invisible, c'est Dieu ou c'est le diable, mais les gens n'ont pas le droit d'aller comprendre des phénomènes qui ne sont pas causaux. Pendant tout le Moyen-Âge, l'Église a vraiment mis la main sur la pensée ésotérique, on va dire. Et le but des gens, c'était d'arriver au paradis. Donc, comme si on ne suivait pas les préceptes de l'Église, eh bien, on était excommunié. Ça veut dire qu'on a excommunié, ça veut dire qu'on n'arrivait pas au paradis. Donc, pour les gens, c'était la catastrophe, parce qu'ils étaient rayés, leur existence n'avait plus de sens. Je ne sais pas si tu sais que Saint-Pierre a les clés du paradis. Oui. Saint-Pierre a les clés. À ton avis, pourquoi il y a plusieurs clés du paradis? Ouais, tu vas nous le dire. Tu vas nous le dire. Voilà. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui était catholique, mais très un érudit qui a parlé de ça à quelqu'un que je connaissais. Et en fait, son explication, je crois qu'elle est juste, c'est qu'en fait, Dieu a une clé et l'Église a une clé aussi. Ça veut dire que tu ne rentres pas au paradis si l'Église décide de ne pas ouvrir la porte. Donc, si on t'excommunie, l'Église n'ouvre pas la porte et tu ne peux pas rentrer au paradis, même si Dieu veut que tu rentres. Donc, c'est montrer le pouvoir qu'ils avaient. En fait, ils avaient un pouvoir sur la destinée des gens qui était là. Et puis, progressivement, donc là, on avait une pensée unique. Les synchronicités n'existent pas. C'est Dieu qui décide de tout par rapport à vous. Et puis, progressivement, il y a eu différentes... dans les affirmations que l'Église avait, il y a différentes choses qui ont été remises en question. Notamment, dans le concept de l'Église, la Terre était au centre de l'univers. Et il y a plusieurs personnes. Donc, le premier, c'est Copernic, en 1513, et puis, mais ça a duré longtemps, qui a démontré que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Parce que pour la pensée religieuse, il était interdit de penser que la Terre tournait autour du Soleil. Il fallait penser que tout tournait autour de la Terre. C'était obligatoire. Et à tel point que Galilée, qui avait prétendu que la Terre tournait autour du Soleil, il a dû se rétracter officiellement. Et ça, on est en 1633. Donc, pour ne pas être excommunié, il a dû se rétracter. Il faut encore presque un siècle, donc plus qu'un siècle, c'est en 1741, donc ça dure, hein, après la découverte. 1741, là, l'Église lève l'interdit de la pensée de l'héliocentrisme, c'est-à-dire on peut, à partir de 1741, penser que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, c'est pour montrer que c'était quand même fort, fort ancré. Et progressivement, comme il y a des affirmations de l'Église qui sont remises en question, la foi va diminuer progressivement. Et on va arriver finalement à une nouvelle religion qu'on appelle le matérialisme, c'est-à-dire qu'on ne croit plus en rien, on ne pense plus à la spiritualité. Et c'est dans la prophétie des Andes, James Redfield fait dire à un de ses personnages, la distraction permet d'oublier que nous sommes ignorants de nos fins dernières. Donc, on n'a plus du tout de spiritualité. Donc, de nouveau, la connexion de l'univers, les synchronicités, tout ça, dans le matérialisme, ça n'existe pas. On les remarque pas, on les nie. Et puis, donc, ça, c'est la première chute, c'est la chute de la pensée unique de l'Église, qui est remplacée par une nouvelle chute, par une nouvelle pensée unique, le matérialisme. Et puis, on va revenir vers la spiritualité, grâce notamment à la mécanique quantique et à la relativité. Alors, ce sont des découvertes qui datent du début du XXe siècle, et encore aujourd'hui, on comprend pas. Les gens n'ont pas encore assimilé ça.
Oui. Dans la relativité, il y a deux concepts. Il y a ce qu'on appelle la relativité restreinte, qui montre que le temps n'est pas absolu. Donc, ton temps à toi et le mien les temps sont liés aux personnes. Il n'y a pas de temps absolu. Donc, si moi je prends une fusée et que je vais presque à la vitesse de la lumière et que je reviens, eh bien, mon horloge ne sera pas à la même heure que la tienne. Il n'y a pas de distorsion. On a juste notre temps de vie qui est lié à nous. Ce n'est plus une valeur absolue. Ce que la science prétendait. La science, elle posait un décor dans lequel elle mettait des humains, toutes des marionnettes, et il n'y avait pas de lien. Et ici, avec la relativité restreinte, on montre que le temps est lié à la personne. Donc vraiment, on est connectés les uns aux autres, mais on est connectés même à des notions comme le temps. Et bon, je passe les détails, mais dans la relativité générale, là, on montre même que l'espace est lié à l'humain. C'est-à-dire que si tu mets une planète dans l'espace, l'espace se modifie. Donc l'espace absolu n'existe plus. Le temps absolu n'existe plus. L'espace absolu n'existe plus. Et en plus, on remarque dans la mécanique quantique que les particules, les particules élémentaires, ou même les électrons, les particules quantiques, ont une probabilité d'existence, et c'est quand l'observateur vient regarder qu'elle se fiche dans un état. Donc, par exemple, la lumière, c'est à la fois particule et à la fois onde. Il y a deux états, mais c'est en fonction de l'expérience qu'on présente que quelque part, la lumière va choisir dans quel état elle se met. Donc, l'observateur, là, en mécanique quantique, ce qu'on dit, c'est que l'observateur va influencer la matière ou la distribution aléatoire de la matière. Les électrons ont une probabilité de positionnement. Quand on regarde, ils se positionnent dans un état particulier. Donc, on a, en mécanique quantique, on a une distribution de probabilités. Quand on regarde, on fixe. Eh bien, c'est la même chose dans la synchronicité. On a une distribution d'événements, le hasard, et quand on regarde, ça se fixe. Donc, en fait, la mécanique quantique constate un phénomène qui est similaire au niveau macroscopique, aux synchronicités. Voilà, c'est un peu ce lien-là. Mais du coup, toute la science évolue. Les gens qui travaillent en physique quantique ou dans la recherche poussée aujourd'hui, automatiquement, ils reviennent vers la spiritualité parce qu'il y a de nouveau cette compréhension que tout est relié. Quand deux particules sont... Ça s'appelle l'intrication quantique. Quand deux particules sont liées, si tu les sépares et que tu les envoies à des milliers de kilomètres, quand tu changes le spin, le sens de rotation d'une particule, eh ben, l'autre, elle change en même temps. Donc, ça, on a des phénomènes complètement incroyables hein, au niveau de la physique quantique ou la mécanique quantique. C'est du paranormal, mais à petit. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour montrer un peu l'évolution de la pensée. Et du coup, aujourd'hui, on recommence à donner foi à ce genre de phénomène. Jung, il n'a jamais expliqué les synchronicités, il n'a jamais expliqué comment ça fonctionnait, mais il les a constatées. Il a mis du temps parce qu'il a constaté ça dans les années 20 et il a publié son article vers 1950, donc 30 ans après, parce que c'était tellement peu scientifique pour lui qu'il n'osait pas en parler quelque part. Mais il l'utilisait. Il utilisait les synchronicités en thérapie. L'anecdote la plus connue, c'est le scarabée de Jung, où il était en consultation avec une dame et ça tournait en rond, et il lui propose d'interpréter ses rêves. Et la dame, elle n'y croyait pas trop, elle dit non, je ne vois pas tellement l'intérêt. Et bon, elle lui raconte son rêve, et dans son rêve, il y avait un scarabée. Au moment où elle raconte le rêve, il y a une bestiole, c'est pas un scarabée, c'est quelque chose qui ressemble à un scarabée, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom scientifique, mais qui vient se poser sur le bureau, juste à côté d'eux. Et donc, Jung dit, voyez, c'est le scarabée de votre rêve. Et rien que de voir ce phénomène bizarre, elle rêve d'un scarabée et un scarabée qui arrive, ça a ouvert la thérapie, ça a vraiment déclenché, ça a débloqué des choses qui étaient complètement bloquées chez la personne. Donc, il utilisait ça, il utilisait les synchronicités comme preuve que ce qu'il racontait avait du sens, quelque part. Donc, ça renforçait le sens de ce qu'il racontait. Voilà. Non, j'ai pas fait.
synchro là. Bon, d'habitude, dans ma conférence, je parle aussi un peu du tarot parce que le tarot, c'est quoi? On tire des cartes au hasard, il y a du hasard, et il y a des images, et puis du hasard, on a du sens. Donc le tarot, ça suit exactement, c'est un générateur de synchronicité. On a du hasard, il y a quelqu'un qui observe et qui donne du sens. Donc, chaque fois que je fais un tirage de tarot, je suis toujours émerveillé que ça ait du sens, parce que ça n'a aucun sens que ça ait du sens, en fait. Tu tires des cartes au hasard, pourquoi c'est signifiant? Parce que ça crée une synchronicité, ou ça attire une synchronicité, enfin, ça dépend du concept. Donc, le concept de synchronicité, il est vraiment tout à fait lié à la pratique du tarot. Si bien que quand je tire les cartes, je ne fais pas attention juste aux cartes, je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Sur les salons, il se passe des trucs rigolos parce que quand il y a une idée vraiment percutante qui arrive, il y a quelqu'un qui fait un bruit de gomme ou de bol tibétain, alors qu'il n'y en a pas eu pendant 2 heures. Hein. Donc je dis un truc. Il y a un monsieur qui s'est même écroulé au moment où il racontait un truc. Il y a sa chaise qui s'écroule en même temps. Mais il y a des tas de choses comme ça. Ou les gens qui passent. Il raconte des choses, toujours sur un salon. Hein, il y avait une dame, je lui dis un truc, elle me dit oui, ouais, enfin, je ne suis pas vraiment convaincu. Et puis, il y a un petit garçon qui passe, c'était marqué sur son t-shirt, ce que je venais de lui dire, quoi. Je ne sais plus quelle phrase c'était. C'était marqué sur le t-shirt du garçon. Regardez, c'est marqué là ce que je raconte. Oui, ben, c'est mon petit fils. Elle avait le message depuis toute la journée, mais elle s'en était pas. Voilà. Je ne sais pas si les gens qui sont là, si vous voulez témoigner. Est-ce que vous avez des questions? Donc, comme le tarot est un outil de connaissance de soi, je trouve que les synchronicités, c'est aussi un outil de connaissance de soi. Mais la première chose, hein, je dis, c'est de prendre conscience que tout est relié. La deuxième chose, c'est qu'éventuellement, dans la synchronicité, il y a de l'information. Et souvent, ça vient juste renforcer une information qu'on a déjà intuitive, en fait. Je ne vais pas chercher l'information même dans le tarot. Hein, souvent, j'ai l'intuition de la réponse et les cartes viennent confirmer. Ce n'est pas spécialement eux qui vont guider l'interprétation. La synchronicité est là pour souligner quelque part quelque chose qu'on sait déjà intuitivement. Moi, c'est comme ça que je constate que ça fonctionne. En tout cas, je trouve que l'intuition est quand même reliée aux synchronicités. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, Marielle, pas de questions, mais un accord complet. Ça m'arrive très souvent. Oui, ça va. Okay. Merci, bon, Marielle. Parfait. Merci, Marielle. Mais est-ce que vraiment, quand tu dis que tu tires des cartes au hasard, est-ce que c'est vraiment du hasard? Non, mais c'est ce que j'ai dit en introduction. C'est du hasard signifiant. C'est du hasard parce que les cartes sont. Alors, on peut exprimer de nouveau, on peut donner des interprétations. Il y a des gens qui passent leurs mains, qui disent c'est l'énergie, que je peux choisir les cartes avec l'énergie. C'est une façon de faire. Mais moi, que je passe rapidement, que je mélange, que les cartes tombent, j'ai même fait tirer mon chat, c'est toujours signifiant. Donc, oui, si on veut, c'est une explication. Mais dire que c'est de l'énergie, c'est une tentative de remettre de la causalité sur un phénomène acausal, donc non lié par la causalité. Donc, pour moi, j'ai constaté que c'était pas nécessaire c'est pas nécessaire d'être centré sur la question pour tirer les cartes. Il y a des gens qui disent aussi concentrez-vous et tirez comme ça, ce sera les bonnes cartes. Moi, je tire n'importe comment, sans spécialement me préparer, et l'information, elle est juste. Mais tu peux même venir. Alors, il y a une partie intuitive, mais il y a parfois quelqu'un. Ça m'est arrivé, donc il y a quelqu'un qui posait une question, j'avais un tirage, et quelqu'un d'autre pose une autre question, je dis bon, on va utiliser le même tirage, je n'ai pas refait un tirage, et c'était signifiant aussi pour l'autre, tu vois. Quelle que soit la façon dont on fait, on travaille avec le hasard, et le hasard est signifiant. Je ne sais pas comment. Bon, alors, mon fils qui est très gentil, il me dit c'est parce que tu es super génial et que tu arrives toujours à tirer de l'information, quelles que soient les cartes.
C'est une façon de voir, mais parfois ça tombe tellement. Parfois, les cartes sont tellement précises, ça répète même la question que tu te dis, ok, on n'est pas dans le hasard. Alors, Bernard. Quand j'ai reçu l'oracle de Marc, en nettoyant 3 cartes sont tombées par terre et elles correspondaient parfaitement à mon questionnement. Ben voilà, oui, c'est ça. Donc, qu'on se concentre, que ça tombe, que ce soit un accident. En fait, on peut décider de prendre les 3 premières cartes du paquet, c'est bon aussi. Il y a toujours du sens. C'est ça qui est incroyable, quoi. Quelle que soit la façon dont on tire le tarot ou l'oracle, c'est toujours signifiant. C'est bizarre, mais c'est ce que je constate. Donc, moi, je continue à utiliser la non-causalité, mais le fait que le phénomène est en phase parce que c'est relié, mais je ne sais pas comment. Et quand on parle d'énergie, on se restreint quelque part parce que justement, on se dit il faut être dans un bon état, il faut être. Évidemment, il y a l'intuition. Donc, il faut que toi, tu dois être dans un état de détachement, sinon ton intuition ne sera pas juste. Mais la personne à qui tu tires les cartes, quelque part, ça n'a pas d'importance. Donc, moi, je n'ai pas de rituel, par exemple. Il y a des gens qui disent qu'ils vont justement nettoyer les cartes entre 2 personnes. Il y a des gens qui tirent, enfin, des gens qui lisent les cartes, les tarologues, qui ne veulent pas que les gens touchent les cartes parce que ils vont amener leur énergie. Moi, c'est le contraire. Je préfère que les gens touchent les cartes, alors pas spécialement pour une question d'énergie, mais pour qu'ils s'approprient la question, pour que ce soit, parce que quelque part, on n'est que des vecteurs. On a l'intuition, mais c'est la personne qui décide. C'est à la personne de décider si ce qu'on lui raconte, c'est valable ou pas. Moi, je n'ai pas la science infuse. Donc, quand je dis des choses, parfois je me trompe, maman. Mais si je me trompe, ça fait réagir la personne. Donc, c'est elle qui va décider. Alors, l'avantage, c'est que je fais pas, toi non plus, on ne fait pas de prédiction. Donc, la personne peut décider aussi, ça me paraît juste ce qu'il raconte ou ça ne me paraît pas juste. En dernier retour, c'est elle qui va décider, quoi. Moi, je parlerai de neutralité, tu vois, c'est-à-dire, c'est comme la thérapie, c'est la posture intérieure. Je parlerai de neutralité, mais c'est vrai qu'effectivement, si toi déjà, tu commences à faire une séance et t'es pas forcément youhou, tu vois, voilà, tu es un peu lourdos, bon, ben, ça demande aussi un petit nettoyage intérieur. Et après, au niveau du tirage, moi, c'est vrai que quand la personne me dit « Ah, il faut que je tire de la main gauche », je dis « Oula, non, on fait ça avec fluidité, légèreté. Regardez, prenez le tas de cartes et puis vous le jetez, vous verrez. Oui, les cartes, là, c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin… le jet de cartes dans le passé. Mais j'en ai perdu quelques-unes, donc je ne fais pas trop, et puis il faut se baisser. C'est rigolo. En fait, c'est rigolo. C'est ça. C'est ça. Après, si les gens veulent tirer de la main gauche, je laisse tirer, mais j'ai une amie, elle est voyante, hein, elle est cartomancienne, et mordicus, pour elle, il faut tirer de la main gauche. Donc, chaque fois que je passe devant son stand, je tire une carte comme ça de la main droite pour lui montrer que ça marche. Mais elle continue. Et alors, elle me dit, je dis, pourquoi? Je dis, parce que c'est la main du cœur. Je dis, tu sais, le cœur est plus ou moins à gauche, hein, on va dire, il est un peu au centre. Oui. Mais il y a des personnes qui l'ont à droite. À droite. Et donc, je lui dis, et ces gens-là, donc, ils tirent de la main droite, alors. Elle me dit, non. Donc, c'est des choses qui sont rigolotes, mais qui pour moi n'ont pas de sens. C'est ce que véhicule quelque part le New Age, c'est ce que véhicule ça aussi, tu vois. Alors, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, donc il faut que tu t'habilles tout en blanc parce que sinon, tu n'es pas pur. Faut que tu sortes 3 bougies le vendredi matin à 7h12, tu vois, j'exagère, mais c'est ça en fait. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu n'es même plus libre. Parce que, et puis, à force que ça s'engramme, tu te dis, ah là là, aujourd'hui j'ai oublié de faire ça, oh mon Dieu, ça va être catastrophique. Donc ça va jouer aussi sur les superstitions. Voilà. Aussi. Ouais, mais c'est un moyen de contrôle. Hein. Les gens qui prennent ça, ils ont un contrôle sur toi, puisque eux savent, et toi tu sais pas. Et donc ils t'obligent à faire. Et en plus, ça distrait une partie de ton intuition vers le protocole. Au lieu d'être 100% de ta question, tu as déjà 50% vers est-ce que je fais que ça correctement enfin, moi, je constate que ça ne sert à rien. Alors, ça peut,
je critique pas les tarologues, les cartomanciens qui font ça, parce que ça peut les aider, eux, leur protocole, leur rituel, à être dans un état de détachement, etc. Donc, pourquoi pas? Si eux, ça leur permet d'arriver à ça, ça va. Enfin, en fait, je ne suis pas contre les rituels, je suis contre les gens qui les imposent, quelque part. Pour moi. Je suis d'accord avec toi, et c'était des enfoirés, tu vois, quand tu m'as parlé tout à l'heure de l'église, c'était des enfoirés quand même. Bon, petite parenthèse. Par contre, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai tenté, il y a très longtemps, dès que j'ai commencé à être formée, tu vois, même dans des outils, etc. Donc, tu as quand même des protocoles que tu dois suivre, etc. Mais dès que j'ai voulu suivre ce courant-là, non, je pouvais pas. Je pouvais pas, je me sentais complètement étriquée, enfermée, endoctrinée. Oui, c'est enfermant. Bah, déjà tout petit, hein, j'avais une prédisposition pour ruer dans les rituels, parce que moi je traversais la rue pour passer sous les échelles, tu vois, pour tester. Je faisais des détours pour être sûr que ça ne faisait rien. Donc, ouais, mais j'aime bien tester, quoi. Quand on me dit un truc, truc qu'on me disait, par exemple, que j'ai lu au début, je suis autodidacte, mais j'ai quand même lu quelques bouquins, pas pour me former, pour voir ce que les autres faisaient, en fait. Et un des trucs qu'on dit en tarologie ou en oracle, c'est ne jamais tirer deux fois la même, ne jamais poser deux fois la même question. Alors ça, c'est par rapport aux prédictions, en fait, parce que si tu demandes deux fois la même chose, une fois ça va dire oui, une fois ça va dire non. Mais en réalité, quand moi j'ai été jusqu'à tirer 6 ou 7 fois avec la même question, enfin poser 6 ou 7 fois la même question, et je me suis rendu compte que c'est des parties différentes de moi qui répondaient. C'est comme ça que j'ai créé l'oracle de la femme plurielle, parce que c'est comme ça que j'ai identifié qu'il y avait différentes parties en nous. Donc, quand tu poses, c'est comme si tu as autour de la table, tu as la partie de ta psyché qui prend la parole le plus souvent, par exemple le masculin, il répond. Une fois qu'il a répondu, le féminin va répondre, et puis après l'enfant va répondre, et puis l'homme va répondre, et puis donc, quand tu poses la question plusieurs fois, tout le monde va répondre. Et donc tu vas te connecter, tu vas avoir une réponse beaucoup plus globale. Et si une des parties te dit non, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui veut pas. Quand on hésite en général, c'est parce qu'il y a une partie de la psyché qui veut un truc et une autre qui veut autre chose. Par exemple, si on aime la crème glacée, l'enfant intérieur va dire je veux 4 boules, et puis le père intérieur va dire non, 2 ça suffit. Et puis il faut négocier. Il faut expliquer à l'enfant oui, mais si tu manges 4 boules, après tu vas avoir mal à l'estomac et tu ne pourras plus jouer. Ah ouais, ok. Mais il faut faire comme ça à l'intérieur du socle. C'est vachement intéressant de se poser plusieurs fois la même question. Donc si je te demande est-ce que tu veux faire ça, tu vas dire oui, et puis je te répète, est-ce que tu veux faire ça, tu vas dire oui, et puis je te dis encore une fois, tu veux faire ça, et tu vas dire bah non, finalement. Ouais, ça rejoint ce qu'on fait dans l'atelier avec conversation avec nos archétypes. Oui, mais c'est ça. En fait, on se connecte à différentes parties. Et dans l'atelier qu'on fait avec toi, c'est justement, toi, tu vas te connecter aux archétypes, aux parties de soi qui en général ne s'expriment pas. C'est elle qui. Donc, au lieu d'aller écouter toujours celui qui domine, ça peut être le mental, ça peut être je disais le masculin, on va aller écouter des parties qui ne s'expriment pas. Et ces parties-là, en général, elles nous font faire des trucs où on se dit, mais c'est pas moi, pourquoi j'ai fait ça, je ne comprends pas, pourquoi je me suis énervé comme ça. Mais en fait, c'est parce que c'est une partie qu'on n'écoute pas, donc elle finit par s'énerver. C'est comme dans les manifs, les gens qui crient, ce n'est pas les méchants, c'est des gens qu'on n'écoute pas. C'est la même chose dans la psyché. C'est ça. Bon, bien. Voilà. Il n'y a pas de questions, alors. Parce qu'on avait dit qu'on faisait 30 minutes, donc on est de nouveau à 40. Donc ça va. Bon, j'y crois pas. Il y a plusieurs annonces. La première chose, c'est que dans ma conférence, je parle aussi de la loi d'attraction. Donc là, on a décidé de couper en deux. Donc ce sera probablement la prochaine session. Ouais. Où on parlera de la loi d'attraction. Parce que pour moi, c'est la loi d'attraction des synchronicités, en fait. C'est ça la loi d'attraction. J'ai une pensée,
et puis je veux qu'elle se réalise dans la matière, donc je vais attirer une synchronicité qui sera en phase avec ma pensée. Donc, c'est bien la loi d'attraction. C'est pour ça que je fais le lien en général entre les deux. Et bon, elle est assez mal comprise parce qu'elle a été surtout développée aux États-Unis et on parle beaucoup d'argent. Mais en fait, la loi d'attraction, ça fonctionne à plein d'autres niveaux que pour l'argent. C'est pas juste pour attirer de l'argent. Et de toute façon, un des problèmes qu'on a ici en Occident, c'est qu'on trouve que les riches sont des salopards. Et donc, on n'arrive pas à attirer de l'argent parce que oh, mais si je deviens riche, je vais être un salopard. Et donc, il y a une deuxième pensée qui s'oppose à la première. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, il faut que vous fêtiez tous les riches en leur disant oui, vive machin, vive Elon Musk. Là, tu t'embarques dans un truc. Alors, c'était super sympa, merci. Non, mais c'est pour ceux qui veulent gagner de l'argent uniquement. Les autres, c'est pas obligé. Tesla, oui, Tesla. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Là, tu m'expliques. Alors là, Bénédicte. Mais on en parlera la fois prochaine. Si on veut attirer quelque chose, on l'attire avec toutes ces pensées à l'intérieur de ça. Donc, si une partie de nous dit l'argent, c'est pas bien, ben, on ne peut pas attirer de l'argent. C'est juste ça. Parce que c'est pas juste la loi d'attraction ne fonctionne pas sur ce qu'on déclare, fonctionne sur tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Mais on en parlera la fois prochaine. Si c'est bien. Dans 15 jours, ouais, c'est ça. Oui, dans 15 jours, pardon, la prochaine émission. Alors, si vous voulez, j'ai une petite bannière, parce que sur mon site, j'ai documenté toute une série de lectures que j'ai faites sur les synchronicités. Donc, vous tapez tout ça. Maintenant, vous pouvez juste taper yapa.eu ou .be. Puis il y a des menus divers, puis lecture. Enfin, vous pouvez le trouver par le menu, ou alors vous tapez tout ça. Si vous êtes intéressé par avoir à lire des bouquins, bon, j'en ai référencé une petite vingtaine. Ceux que je cite en général, c'est toujours La prophétie des Andes, parce que c'est un des premiers bouquins, ça c'est chouette à lire. Ça a été écrit il y a 40 ans et je trouve que c'est d'une pertinence par rapport à la synchronicité. Jung a écrit un bouquin aussi qui s'appelle Synchronicité et Paracelsia. C'est une partie du bouquin consacrée à l'alchimie, une partie, l'autre aux synchronicités. C'est intéressant. Alors, c'est un peu plus compliqué à lire, mais ça explique bien le concept par exemple. Après, il y a d'autres choses. Là, j'ai le livre des coïncidences de Chopra. Il y a La route du temps. Alors là, c'est intéressant de Guimont. Lui, il explique les synchronicités par la théorie de la causalité inverse. C'est-à-dire qu'en deux mots, si tu te lèves du mauvais pied, tu te blesses, tu vas à l'infirmerie, tu renverses ton café, machin, tout fait que tu arrives en retard, et quand tu arrives en retard, tu rencontres la bonne personne, à cause de tous les problèmes qui sont arrivés enfant. Et il dit, en fait, si on prend le truc dans l'autre sens, si je veux rencontrer cette personne, eh bien finalement, le chemin le plus facile pour y arriver, c'est tout ce qui s'est passé. Donc il fait la logique dans l'autre sens. Il inverse la causalité. Mais bon, pour moi, ça reste une tentative de supprimer la causalité, tandis que, parce qu'on a du mal avec ce concept de dire qu'il n'y a pas deux choses arrivent simultanément, mais elles sont pas, une ne dépend pas de l'autre. Donc ça, c'est sur le site. Alors l'autre chose que je voulais vous dire aussi, parce qu'on a une chaîne YouTube, on a beaucoup de personnes qui nous suivent sur Facebook, en général à 200-300 par émission. Mais sur YouTube, il y a peu de monde, donc je vous invite vraiment à aller vous inscrire et à suivre. Là, vous avez toutes les émissions, donc là, c'est la 9e. Et vous tapez tout ce qui est marqué là, ou alors vous tapez dans le moteur de recherche de YouTube, voyage au pluriel, au fil de l'inconscient. Et vous allez trouver la chaîne. Donc, je vous invite à aller vous abonner, ça fait des abonnements en plus. Pour nous, ça augmente un peu la visibilité. Voilà. Alors, Bénédicte a répondu, tu me fais bien rire. Merci, Bénédicte. Comme d'hab. Des fausses croyances sur l'argent, ça colle à la peau. Coucou à vous deux.
La prophétie des Andes est magnifique. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un bouquin, je trouve, c'est très, très puissant. C'est une sorte de roman, mais vraiment, enfin, ça décrit les synchronicités, et puis ça parle plein d'autres choses encore. C'est vraiment un chouette. Voilà. Bon, ben, Voilà. Sophie, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, alors. Et puis, si on peut rajouter pour l'atelier conversation avec nos archétypes, le mardi 25 mars. Pour ceux qui veulent s'inscrire. Oui, attends, c'est le mardi 25, c'est ça? J'ai Oui. pas prévu d'annoncer parce qu'on aura encore une émission juste avant. Mais donc, c'est dans un peu plus de 15 jours. Oui. Je dois avoir un truc, voilà, ici. Ouais, je sais pas quel est. Parfait, regarde, t'as vu? Comme ça. Pas tout à fait. Comme ça, non plus. Ah voilà, comme ça, c'est bon. Je vais pas répéter celui-là. Et donc, c'est tu dis? Le mardi 25 mars. Mardi 25 mars, c'est sur inscription. Mais on en reparlera donc. Tout à fait. Ah ben non, c'est bizarre. Tu es sûr que c'est le 25 mars? Parce que. Ah oui. Alors là, je me suis bourré parce qu'on a notre émission dans 15 jours, ça va faire le 28. Bon, ben c'est raté. Il fallait l'annoncer aujourd'hui. Merci d'avoir rappelé. Eh bien, bonne soirée. C'était une synchronicité. Une désynchronicité, en fait. Parce que ça m'a envoyé des réponses. Hein. Non, mais ouais, c'est bientôt. Ok. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à tous. On se revoit à bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir.